Bonjour à tous, Amélie Marant, je suis une des assistantes au change et aujourd'hui je vais vous présenter un topo sur l'orage rythmique, donc un petit récapitulatif sur la définition et la prise en charge, surtout pour les internes qui sont là, les deux. Et ensuite on va parler de la place de l'anesthésie du ganglion stellaire dans la prise en charge de l'orage rythmique, puisqu'on s'était posé la question une ou deux fois en musique avec les réanimateurs, on avait décidé de faire un topo là-dessus. Ah oui, le bug de la première diapo. Oui, n'hésite pas, continue. Et monter, redescendre. Jusqu'à ce que tu aies le problème. Voilà. Ça va marcher. Oui, oui, sûrement. Ouais. Voilà. Donc, tout d'abord, quelques rappels. L'orage rythmique, la définition, c'est au moins 3 épisodes de TV ou FV sur 24 heures ou 3 épisodes traités sur le défibrillateur pour les porteurs de DAI. La physiopathologie, comme tous les troubles du rythme, repose sur la triade de Koumel, avec notamment, il faut un substrat, une modification du milieu et un trigger. Et sur ces 3 partie du triangle, on va dire, repose la majorité des traitements de l'orage rythmique, avec le traitement du substrat, s'il faut, avec de l'ablation de la TV, par exemple, la modification du milieu, donc on va traiter les facteurs favorisants, la kaliémie, l'ischémie, s'il y en a une, en ayant reperfusé les coronaires, et le système sympathique avec la sédation notamment, et le trigger repose surtout sur les ESV, qui sont corrigés notamment par les troubles ioniques, et parfois on doit mettre une sonde d'entraînement ou accélérer la fréquence cardiaque pour overdriver et essayer de coiffer les extrasystoles initiatrices. Donc pour faire en pratique la prise en charge d'un orage rythmique, ça commence déjà par les traitements. Donc on recharge en magnésium, en potassium. On a les premiers traitements, la cordarone notamment, le xylocarne, et selon les situations, les bêta-bloquants s'ils sont stables sur le plan hémodynamique. Ne pas hésiter à mettre aussi un peu d'anxiolytique pour la partie adrénergique de l'orage rythmique. Ensuite, je pense qu'il faut penser assez rapidement à la coronarographie, notamment s'il y a vraiment une suspicion d'ischémie. Et après, un petit conseil, quand on a fait déjà tous les médicaments, qu'on ne s'en sort pas, que ça continue, parfois il faut savoir penser à changer complètement d'attitude, notamment parfois mettre un traitement comme de l'Isuprel, parce qu'en effet, juste pour rappeler, il y a quelques spécificités que j'appelle sur cœur sain, parce qu'à l'échographie, en tout cas, on n'a pas de cardiopathie. On peut avoir sur les canalopathies, avec la Brugada ou repos précoce, le traitement repose sur l'Isuprel. Donc c'est vrai que c'est plus simple quand l'orage rythmique, il a un Brugada connu, souvent c'est le plus connu, ils arrivent en orage rythmique, c'est plus simple de sortir l'Isuprel. Mais bon, ça peut arriver que ce soit comme ça qu'on découvre le Brugada, et parfois changer de fusil d'épaule, ça permet de calmer l'orage rythmique. Le QT long acquis, c'est surtout arrêter les traitements, recharger en magnésium, potassium, plus ou moins donc accélérer la fréquence cardiaque avec l'Isuprel. Le QT long congénital, ça repose plutôt sur les bêta-bloquants et la sonde d'entraînement, la stimulation. La TV catécholaminergique, c'est les bêta-bloquants. La TV fasciculaire répond très bien au verapamil, ainsi que la TV infundibulaire, elle répond très bien au bêta-bloquant. Donc l'importance, je le répète aussi pour les internes, d'avoir un 12 dérivation de la TV pour l'interpréter, parce que si on trouve que ça ressemble à une TV fasciculaire, infundibulaire, ça change quand même la prise en charge de regarder bien d'appeler nos amis rythmologues qui nous confirment si on a un doute. Et il y a peut-être un petit message aussi, c'est que si l'orage s'aggrave sous cordarone, c'est une raison de plus pour penser au Brugada et au Cutelon, même s'ils ne sont pas connus d'avant. C'est plutôt pire sous antiarythmique. Ouais, on change vraiment de stratégie. Voilà, petit récapitulatif. Ensuite, un peu la deuxième intention. Donc, ceux qui sont porteurs de DAI, c'est plus simple. On va changer les paramètres, on va essayer d'overdriver la TV. Après, quand c'est des TV incessantes, selon les étiologies, donc on l'a dit sur le QT long ou sur certaines extrasystoles initiatrices, on peut essayer d'accélérer la fréquence cardiaque, soit chez les porteurs de PM, des fibrillateurs, soit parfois mettre la sonde d'entraînement pour essayer de coiffer ces extrasystoles. Et entre 2 épisodes de TV, accélérer la fréquence cardiaque de base.
Voilà. Donc en pratique, une fois qu'on a fait les traitements, on a essayé de overdriver, essayer de calmer ses extrasystoles avec soit son entraînement, accélérer la fréquence cardiaque, on s'en sort pas. L'étape d'après, c'est la sédation, même si on a mis un peu d'anxiolytique au début. Là, c'est la sédation profonde. On intube, on appelle le réanimateur. Après, se pose la question de l'ablation de cette TV, notamment quand c'est une extrasystole initiatrice. Ça dépend de ce qu'on a dans le centre de disponible, mais soit on peut faire l'ablation en premier, soit d'abord on intube, on stabilise et on organise l'ablation. Et après, l'assistance, si on s'en sort plus, si le patient est éligible, bien évidemment, à un projet derrière. Parfois, on peut mettre l'ECMO pour adresser à un centre tertiaire qui peut faire des ablations plus complexes pour faire l'ablation sous ECMO. Donc là, j'ai repris tout ce qui a été pris là, présenté en pratique. Ça a été repris bien dans les guidelines de 2022 où ils disent à peu près la même chose. La première chose, s'assurer que c'est bien des thérapies appropriées, notamment pour les porteurs de défibrillateurs, vérifier que c'est bien de la TV ou de l'AFV. Quand on rentre dans ce cas-là, oui, c'est un orage rythmique. Bien évidemment, c'est la tolérance hémodynamique qui compte. Ceux qui ne tolèrent pas, cardioverse, hein, on ne prend pas le temps de faire tout ce que je vous ai présenté. Ça, c'est dans le cas d'une TV hémodynamiquement tolérée quand même. Et ensuite, ils font une différence, eux, entre la TV polymorphe et la TV monomorphe. Dans la TV polymorphe, ils reprennent un peu ce qui a été mis dans les diapos précédentes. Déjà, on traite l'ischémie, on traite les facteurs favorisants. S'il y a une ESV initiatrice, ils disent qu'on peut l'ablater en classe 2A. Les QT-longs, la même chose, on recharge, on met de l'Isuprel, ça c'est de la classe 1. Et puis pour les maladies comme le Brugada, la FV idiopathique, les QT-longs, c'est à peu près ce qu'on a mis dans la diapo d'avant. Donc savoir penser en effet à l'Isuprel pour certaines pathologies. Et quand ça récidive, ils disent la même chose, sédation, assistance s'il est éligible. Et pour la TV monomorphe, à peu près la même chose, bêta-bloquant, amiodarone, changer les paramètres sur le défibrillateur pour les porteurs de défibrillateurs. L'ablation en classe 1, la sédation. Il parle ici de l'autonomique modulation pour la paradrénergique, donc on va revenir dessus, c'est probablement l'anesthésie du ganglion stellaire avant l'assistance. Donc là, c'est repris, c'est exactement la même chose. Et donc, dans ce topo, on voulait parler surtout de l'anesthésie du ganglion stellaire. Pour commencer un petit rappel d'anatomie, où se trouve ce ganglion stellaire? Donc, c'est la fusion du ganglion cervical inférieur et du premier ganglion thoracique. Donc, c'est en regard de C6, C7, c'est derrière l'artère vertébrale et c'est le long des muscles longs du cou. C'est un ganglion qui va avoir trois contingents, trois parties. Une partie des fibres qui va aller vers le membre supérieur. Une autre partie qui forme le nerf cardiaque inférieur qui va nous intéresser puisqu'il va descendre le long jusqu'au cœur. Et une troisième partie qui s'occupe du plexus nerveux le long de l'artère vertébrale. Donc pour reprendre un petit peu de biblio, finalement, c'est l'anesthésie du ganglion stellaire, c'est quelque chose qui est décrit depuis de nombreuses années. C'est surtout utilisé depuis 60-70 ans par les ORL ou les neuros pour les douleurs zostériennes, les douleurs aussi post-mastectomie. Donc ça a été fait par les anesthésistes depuis longtemps. C'est bien connu. Ils le faisaient sans repère échographique, eux, comme on peut le voir sur cet article de 1955. Voilà. Ensuite, un premier changement dans la prise en charge de l'orage rythmique et des troubles rythmiques, surtout en phase aiguë d'infarctus. Dans les années 2000, il y a une première étude qui a randomisé l'orage rythmique chez les patients qui avaient fait un infarctus récent en deux groupes avec d'un côté les recommandations de l'époque, surtout de la lidocaïne, et un autre groupe où ils traitaient le côté sympathique avec soit des bêta-bloquants, notamment esmolol, propranolol, et déjà 6 personnes qui avaient eu une anesthésie du ganglion stellaire. Et on voit bien que dans le groupe où on a essayé de bloquer le système sympathique, la survie est nettement significative par rapport au deuxième groupe. Donc, début des années 2000, on se dit que bloquer le système sympathique, ça fonctionne. Et donc, maintenant, dans nos prises en charge, d'ailleurs, on commence par les bêta-bloquants très précocement dans les infarctus. Et ça marche, puisqu'on a beaucoup moins de troubles rythmiques, notamment avec la reperfusion plus précoce, mais on a des bons traitements aussi.
Et puis, c'est passé de mode. Et puis, ça arrive vers les années 2000. Je n'ai pas trouvé avant 2017 vraiment. On a commencé à se reposer la question de l'anesthésie du ganglion stellaire dans ces situations-là d'orage rythmique. Il n'y a pas beaucoup de cas. Il y a une première étude de cas en 2017 qui est parue où il y a en tout 35 patients qui étaient admis, qui ont été inclus. C'est toujours à peu près la même population. Vous verrez dans les différentes études, c'est des hommes environ de 60 ans. Et ils ont regardé ceux qui ils ont eu une anesthésie du ganglion stellaire. La majorité ont eu que le ganglion à gauche et certains ont eu quand même en bilatéral. Quelle que soit l'anesthésie du ganglion stellaire unilatérale ou bilatérale, sur ces 35 patients, ça avait l'air de fonctionner. En tout cas, ça avait l'air de diminuer quand même la récidive de troubles du rythme ventriculaire. Et ce, quelle que soit la cardiopathie sous-jacente, c'était pas que des cardiopathies ischémiques qui étaient inclus dans ces études, et quelle que soit la FEVG. C'était des case reports. Oui, ça, c'est que des case reports. Ouais. Il y en a une qui va être présentée là. Pareil, là, c'est pas un case report aussi où lui, dans 3000 publications, il a réussi à trouver 38 patients. C'est à peu près les mêmes patients, 60 ans, des hommes, une moitié de cardiopathie ischémique, des QT longs, une moyenne de FEVG autour de 30%. Ils avaient tous reçu de l'amiodarone dans cette étude-là. Et pareil, ils ont regardé ceux qui ont eu l'anesthésie du ganglion stellaire. Ça avait l'air également d'être plutôt efficace, de diminuer la charge, soit sur la colonne de gauche, la charge en épisode ventriculaire, ou ici sur les chocs des fils délivrés sur le défibrillateur. Ensuite, une autre étude qui est sortie sur les patients de la Mayo Clinique. C'est le même profil avec des hommes de 60 ans, mais beaucoup plus grave dans ce cas-là. Lui, c'était tous des orages rythmiques en réa. Il y avait 7 post-op de LVAD, un tiers qui avait eu une chirurgie cardiaque, notamment avec les 7 LVAD. Il y en a 9 qui étaient sous ECMO et 30% où c'était des infarctus à la phase aiguë. Donc, c'est pas tout à fait la même population. Ils étaient on va dire qu'il y a un stress adrénergique très important chez ces patients-là. Donc, ça avait l'air d'avoir bien fonctionné puisque là, ils ont fait le ganglion stellaire à gauche. Si ça ne marchait pas, ils ont fait les 2 ganglions stellaires bilatérales, notamment chez les intubés ventilés. Chez les patients qui avaient tous reçu des traitements antiarythmiques aussi, c'est important, ils avaient tous reçu ce que nous on fait, amiodarone, lidocaïne. Et pareil, ça avait l'air d'avoir bien diminué en charge en épisode ventriculaire ou en choc sur le défibrillateur. Donc, il conclut qu'à peu près chez la moitié des patients, ça peut diminuer la récidive de troubles rythmiques. Ça pourrait être considéré pour essayer de passer une phase d'orage rythmique grave. C'est chez ces patients notamment qui étaient déjà sous ECMO, qui ont eu des ablations de TV, parce qu'on rentrait dans un peu une dernière chance pour ces patients-là. Là, c'est la seule étude prospective que j'ai vraiment trouvée qui date de 2018. C'était aux États-Unis, c'était dans un seul centre, c'était une réa cardiaque. Pareil, des patients très graves, plus de la moitié qui étaient intubés, la moitié qui était sous ECMO. Et là, eux, à l'admission, je vous ai mis un peu leur conduite à tenir, ils admettaient les gens pour, c'est peut-être un peu petit, mais ils étaient admis pour orage rythmique. D'emblée, ils discutaient avec leur équipe de rythmo. Ils faisaient la prise en charge habituelle, les traitements, tout ce qu'on a dit. Et chez ceux qui restaient en orage rythmique, ils avaient une équipe où ils discutaient de faire l'anesthésie du ganglion stellaire avec des anesthésistes cardiologiques, cardiologues, des chirurgiens thoraciques, le réanimateur. Ils continuaient la prise en charge habituelle, ECMO, ablation, et parallèlement, ils ont proposé l'anesthésie du ganglion stellaire. Ce qui est important dans ces études, on a l'impression que ceux qui répondent à l'anesthésie du ganglion stellaire, dans toutes ces études, ils ont refait plusieurs fois, voire 3 fois l'anesthésie, parce que ça dure 48-72 heures grand max, surtout pour la ropivacaïne. Et ceux qui répondent très bien, ils ont reproposé de le faire, l'anesthésie du ganglion stellaire. Et il y en a même dans cette étude 3 qui ont eu une sympathectomie chirurgicale chez ceux qui répondaient très bien. Il y en avait un, je crois qu'ils le disent à la fin de cette étude, c'était une CMH avec la sympathectomie chirurgicale, il n'a plus rien refait. Et ils n'ont pas relevé d'effets indésirables notables.
pas de saignement, pas de complications. J'ai précisé qu'en effet, il y en avait 12 quand même qui étaient intubés ventilés parce qu'ils les ont fait en bilatéral. On reviendra, mais sur les complications, quand on n'est pas intubé ventilé, le risque de bloquer le nerf récurrent est quand même pas négligeable. Donc, eux, ils concluent à peu près pareil que les autres études. Ça a l'air de fonctionner, de diminuer la charge en fluidorythme ventriculaire ou en choc sur le défibrillateur chez à peu près la moitié des patients. Et quelle que soit aussi la cardiopathie, qu'elle soit ischémique ou pas ischémique. Donc, eux, dans leur conclusion, ils proposent de dire que c'est quelque chose qui serait proposable pour les patients pour essayer de gagner un peu de temps, que ce soit gagner du temps pour organiser l'ablation, que ce soit pour le transférer, pour l'assister. Voilà, c'est quelque chose de simple qui se fait au lit du malade et si ça permet de gagner un peu de temps, eux, ils ont l'air de le proposer, surtout qu'il n'y a aucune complication qui a été décrite dans ces différentes études. Donc ça, c'est pareil, c'est leur conclusion. Je ne me suis pas trop attardée sur la technique de l'anesthésie, puisque on reverra s'il y en a qui veulent s'y former. Les anesthésistes ici au Change ont écrit un protocole et ont la vidéo pour se former, mais c'est sous repère échographique, on repère la vertèbre C6, C7, et c'est le long de la thyroïde. Je vous ai juste mis une image, c'est derrière la carotide. On le voit, le ganglion, et c'est de l'anesthésie locale, surtout de la ropivacaïne, qui est moins cardiotoxique. Juste penser à éviter les anesthésiques adrénalinés, comme on a, l'axyloadrénaliné ou dans l'orage rythmique. Et évaluer l'efficacité, c'est pas simple. Il y a certaines études où ils prenaient la température du bras homolatéral versus le bras ipsilatéral. Ils essaient de voir s'il y a une élévation un peu de la température. D'autres, on peut se dire que quand on a le Claude Bernard Horner, on se dit qu'on a bien anesthésié le ganglion. C'est pas évident de savoir qu'on a bien atteint le ganglion stellaire quand même. Et les complications principales, c'est il n'y a eu pas beaucoup de saignements quand c'est bien fait sous écho par un anesthésiste ou quelqu'un qui a l'habitude. Il n'y a eu aucune complication, aucun saignement, même sous les gens qui étaient sous anticoagulants, LVAD, ECMO, personne n'a saigné. Le seul risque vraiment, c'est le blocage du nerf phrénique avec la détresse respiratoire, avec les cordes vocales qui se bloquent. D'où le problème de le faire en bilatéral. Si on bloque les deux cordes vocales, on va plutôt proposer le bilatéral chez les intubés ventilés, je pense. Même. Il passe sur le côté, du coup. Ouais, il passe là, ouais. Comme un peu la même installation qu'un KTC. Ils étaient venus le faire. Alors après, ils ont pris leur matériel, c'est vachement plus simple. Les anesthésistes, ils ont des aiguilles qui sont très écogènes. Là. Mais oui, c'est la même installation. Ça leur avait pris 2 minutes, même pas. Ouais, en postérieur, et là, il y a le muscle long du cou et il se repère derrière la carotide. C'est assez simple techniquement, surtout quand on voit un anesthésiste le faire. En 1 minute, c'est fait. Donc, en conclusion, moi, il n'y a pas beaucoup de données, c'est vrai. Il y a une trentaine de patients par-ci, par-là, mais de ce qu'on voit, c'est que ça semble quand même sûr. Il n'y a eu aucune complication, notamment de saignement, même sous anticoagulant. Ça peut être efficace dans le cas de 48 heures, la durée de l'anesthésique, pour calmer cette période. On sait que dans l'orage, c'est incessant, puis finalement, ça se calme. Pourquoi pas essayer le ganglion gauche, puisque le nerf cardiaque inférieur part directement du ganglion stellaire gauche, il innerve directement le cœur. Après, pourquoi pas le faire en bilatéral chez les patients plutôt intubés, ventilés, on va dire. Pas hésiter à les répéter. Je pense qu'on n'a pas forcément répété l'anesthésie du ganglion stellaire. S'il répond bien, de le refaire 2-3 fois, pourquoi pas. Ah oui, même avant qu'il y ait une récidive, quoi. Enfin, disons que 48 heures après, il faut le refaire. Ça, ils n'ont pas été très clairs. Mais je pense que quand ils voient que ça recommence. Parce que ceux qui répondent très bien, ça les nettoie complètement. C'est vrai qu'ils font plus de SV, ils font plus de petites salves. Alors, si ça fonctionne, pourquoi pas. Aller jusqu'à la chirurgie aussi, la sympathectomie chirurgicale, c'est pas très compliqué pour les chirurgiens. Ça a été repris dans les recos ESC, donc je reprends, j'avais juste mis ça au début, mais c'est quand même dans le Cluthéon, la TV catécholinergique, ils le mettent en classe 2A, ils le proposent dans les recos de 2022.
Et pareil pour la TV monomorphe. Ça reste de la classe 2B, mais il n'y a pas beaucoup de niveau de preuve aussi, mais c'est dans les recos. On peut le considérer en classe 2B, C bien entendu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Dans les recos 2023, ils en parlent aussi dans la reco sur les cardiomyopathies, où ils le proposent aussi avant la transplantation, que ça peut être proposé dans l'orage rythmique. Ou que quand on n'a pas l'ablation de TV disponible ou qui n'est pas indiqué pour ce patient-là, on peut proposer l'anesthésie du ganglion stellaire aussi. Après, la question qui se posait, c'est où est-ce que nous, on placerait l'anesthésie du ganglion stellaire sur le change. On avait discuté avec les réanimateurs, parce que c'est un peu au cas par cas. Celui qu'on avait fait à l'USIC, c'est un monsieur qui était malheureusement pas éligible au transfert en réa. Il était pas, on avait dit qu'on ne l'intuberait pas, donc on l'avait fait avant de l'intuber. On avait fait tous les traitements et on avait proposé l'anesthésie du ganglion stellaire. Bon, c'était pas miraculeux, mais on s'était dit qu'on lui proposait, puisqu'on arrivait au bout de nos thérapies disponibles pour lui. Après, on peut se dire qu'avant de proposer des ablations de TV qui sont peut-être moins disponibles en urgence sur le change, ou avant d'assister avec une ECMO et de transférer, prendre 2 minutes pour tenter d'anesthésier le ganglion stellaire, je pense que c'est quelque chose auquel il faut peut-être penser selon les cas. Les anesthésistes, en tout cas d'ici, sont formés et les réanimateurs sont OK pour venir le faire s'il faut à l'USIC. Et ils se sont fait un protocole, donc il ne faut pas hésiter à les appeler si besoin. Voilà, merci pour tout.